Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Une découverte qui a révolutionné ma facturation, c'est la plateforme Time. Conçue spécialement pour les entrepreneurs, Time permet de gérer facturation, acompte, avoir au même endroit, au même moment. Fini les casse-têtes. Ne perdez plus une seconde. Time vous a même préparé une offre spéciale. 6 mois offerts sur le compte pro Time Business pour tous les auditeurs de Marketing Square. Rendez-vous sur le lien en description de l'épisode pour en profiter avec le code Marketing Square. En attendant, place à l'épisode et bonne écoute à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Avi Bitton, l'avocat le plus suivi de France. Et c'est à lui qu'il faut parler si vous êtes cadre et que vous cherchez à négocier votre départ. Salut Avi. Bonjour Caroline. Je suis ravie de te retrouver Avi parce qu'on va parler aujourd'hui d'un sujet un peu tabou, d'un sujet un petit peu sensible en entreprise. C'est le moment de partir. On n'est jamais bon pour bien gérer ces ruptures. La plupart des employés partent fâchés et en plus frustrés parce qu'ils n'ont pas bien réussi à négocier leur départ après parfois des années de bons et loyaux services. Cet épisode est là pour vous éviter de tout gâcher. Alors restez jusqu'à la fin parce qu'Avi va vous donner les meilleurs tuyaux pour bien négocier vos conditions de départ. Première question pour toi, Avi. Il y a plusieurs façons en France de partir d'une entreprise. Est-ce que tu peux un peu nous récapituler? C'est quoi les différents scénarios possibles? Pour qui et pourquoi? La première façon de quitter une entreprise, et c'est la mauvaise, c'est celle que je déconseille, c'est de démissionner. Parce que lorsque vous démissionnez, vous n'avez aucune indemnité, l'employeur n'a plus aucun intérêt à négocier avec vous puisque vous ne pourrez pas l'attaquer, étant donné que vous avez démissionné, vous ne pouvez pas attaquer un licenciement. Et puis surtout, en principe, vous n'avez pas droit aux allocations de chômage, c'est-à-dire que vous vous mettez dans une insécurité financière. Autrement dit, démission, c'est un peu l'aveu de faiblesse, c'est trop tard pour vous retourner après si vous changez d'avis. Comment est-ce qu'on peut faire du coup? C'est quoi les bons scénarios pour partir? Il faut rentrer dans une négociation avec l'employeur. Pour ça, il y a des stratégies. Évidemment, si vous allez voir l'employeur et que vous lui dites benoîtement « j'aimerais bien partir, mais j'aimerais bien que vous me donniez un chèque pour partir », l'employeur, présenté comme ça, va vous rire au nez. Il va vous dire « pourquoi je vous donnerai un chèque pour partir? Pourquoi j'investirai sur quelqu'un qui s'en va ?» Donc en réalité, il faut créer les conditions d'une négociation. Il faut rentrer quelque part dans un rapport de force avec l'employeur pour qu'il ait un intérêt à négocier, qu'il craigne un procès, qu'il craigne une mauvaise médiatisation. Il faut lui faire peur? Oui. C'est la peur qui amène l'employeur à la table des négociations. Et c'est une démarche qui, dans beaucoup de cas, est légitime. Souvent, les cadres qui me consultent, s'ils veulent partir, c'est parce que l'employeur ne respecte pas leurs droits, commet des manquements. Donc c'est légitime, à ce moment-là, d'entrer dans un rapport de force avec l'employeur, de lui dire qu'il a commis des manquements, de lui dire qu'il a dégradé nos conditions de travail, qu'il ne nous a pas respectés, et que on veut des indemnités pour compenser ces préjudices. Et alors, comment on fait, Avi? Parce que dans ces moments-là, on sait, c'est hyper difficile pour 90% des gens de gérer le conflit. Comment est-ce que tu recommandes à quelqu'un qui veut partir de créer cette conversation? Déjà, est-ce qu'il y a un délai à respecter, Avi? Est-ce que c'est le plus rapidement possible? Tu sais, par rapport au préavis, qu'est-ce que tu recommandes comme bon timing et comment est-ce que tu proposes d'amorcer la conversation pour pas non plus faire brûler le torchon et bousiller la relation? Il y a un dicton dans la profession d'avocat qui dit qu'on est mauvais avocat pour soi-même. Il ne faut pas chercher à négocier soi-même. D'abord parce que le cadre qui va négocier n'est pas un professionnel du droit, un avocat rompu à la négociation. Ensuite parce qu'il y a l'affect, les sentiments qui vont venir brouiller le jugement du cadre. Il va prendre des mauvaises décisions, il va accepter des offres inacceptables parce que les sentiments, toutes ces années qu'il a passées dans l'entreprise vont venir fausser son jugement. Il faut prendre dès le début un avocat et c'est l'avocat qui va vous conseiller sur la manière d'entamer cette négociation.
Et ça coûte combien à vie? Parce que quand j'entends les histoires autour de moi, le problème qui empêche les gens de partir, c'est bien souvent qu'ils ont peur d'avoir plus de ronds. Donc finalement, ça leur fait peur de se dire « Ah bah non seulement je vais partir, donc je me mets précaire financièrement, mais en plus, il faut que j'engage peut-être des démarches d'avocat. » Est-ce que c'est accessible? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut amortir derrière? Comment ça se passe? Alors justement, si le cadre démissionne, à ce moment-là, effectivement, il se met en risque. Parce que, effectivement, il peut ne pas retrouver un emploi. Peut-être qu'il a déjà retrouvé un emploi, mais que la période d'essai ne sera pas concluante. Et à ce moment-là, il n'aura pas d'allocation chômage, sauf dans des cas très spécifiques. En réalité, négocier votre départ, c'est justement la meilleure manière de vous mettre en sécurité financièrement. Vous allez négocier des indemnités. Les frais d'avocat, effectivement, au début, quand vous désignez votre avocat, vous les avancez, mais très souvent, dans la grande majorité des négociations amiables, on arrive ensuite à faire rembourser les frais d'avocat par l'entreprise. Souvent, un cadre qui a de l'ancienneté, qui a un salaire élevé, les sommes en jeu dans la négociation sont très importantes. Et la question pertinente n'est pas combien l'avocat va me coûter, c'est combien il va pouvoir m'obtenir. Surtout si à la fin, l'employeur rembourse les frais d'avocat. Mais justement, à quoi s'attendre, Avi, pour ceux qui écoutent le podcast et qui n'y connaissent rien? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre en termes d'indemnité? Et est-ce que peut-être les frais d'avocat correspondent à un pourcentage, juste pour qu'on sache un peu, qu'on soit moins perdu, si demain on doit aussi négocier avec son avocat? Les indemnités qu'on peut négocier dans le cadre d'un départ, souvent, dépendent de votre ancienneté. Évidemment, plus vous avez d'ancienneté dans l'entreprise, plus les indemnités peuvent être élevées. Et elles vont aussi dépendre des préjudices que vous avez subis. Évidemment, si vous avez subi un harcèlement moral, si vous avez subi une discrimination au retour du congé maternité, tout ça va augmenter les indemnités que vous pouvez obtenir. Ensuite, les honoraires qu'un avocat va vous demander, ça dépend du cabinet d'avocat. Ça dépend de l'expérience, de l'ancienneté de l'avocat, de son degré de spécialisation. Les honoraires sont fixés librement, d'un commun accord, entre l'avocat et le salarié. En ce qui me concerne, j'ai 20 ans d'expérience dans la profession d'avocat, j'ai une équipe avec 10 avocats et juristes, et donc effectivement, mes honoraires varient entre 540 et 720 € de l'heure. Ok, et il faut compter environ combien d'heures? En général, sur les cadres que tu accompagnes, c'est quoi la moyenne? En général, on arrive à parvenir à une négociation amiable en environ 12 heures. C'est à peu près le nombre d'heures dont on a besoin en général pour conclure une négociation amiable. Et du coup, dans ces cas-là, quelles sont les questions que tu poses aux clients? Là, tu me disais par exemple, il y a des chefs d'accusation qui peuvent rentrer et faire un peu bouger le montant de l'enveloppe. Qu'est-ce qu'on peut, entre guillemets, mettre dans son dossier? C'est quoi les questions un peu magiques, Avi, que tu poses aux cadres pour aller chercher des leviers de négociation? Souvent, les cadres qui viennent me consulter, qui envisagent un départ négocié, c'est souvent parce que l'entreprise, en réalité, les pousse à la démission. Comment l'entreprise va les pousser à la démission? Souvent, par une forme de harcèlement moral. Le cadre n'en est pas toujours conscient, il ne met pas toujours le mot de harcèlement sur ce qui lui arrive, mais nous, on va lui poser des questions, on va arriver à la conclusion que sur le plan juridique, ce que subit le cadre, c'est un harcèlement moral. Donc on va lui poser des questions pour voir est-ce qu'il est mis à l'écart dans le cadre d'une réorganisation? Est-ce qu'on vient lui réduire ses fonctions, lui retirer des responsabilités? Est-ce qu'on vient quelque part le rétrograder en lui confiant des tâches subalternes? Est-ce qu'on vient modifier ses objectifs de manière à réduire son salaire variable qui dépend de l'atteinte de ses objectifs? Ce sont toutes les questions qu'on va poser au cadre pour aller chercher des leviers dans la négociation. Et tu nous as parlé tout à l'heure de 12 heures en moyenne pour résoudre, entre guillemets, un départ, mais c'est étalé sur combien de temps? Oui, effectivement, nous, en tant qu'avocats, on va consacrer environ 12 heures à cette négociation de départ, mais cette négociation de départ, elle peut se conclure en un mois. J'ai des négociations de départ qui ont été très réussies, où on est réussi à tomber d'accord assez rapidement en un mois. Et j'ai des négociations de départ qui durent 2 mois, 3 mois, 4 mois. Disons que la moyenne, quand même, il faut se donner environ 3 mois ou plus pour négocier un départ.
Mais le conseil fondamental que je donne, surtout, ne commencez pas à chercher un nouvel emploi avant d'avoir conclu votre négociation de départ. Ça, c'est le piège dans lequel tombent de manière assez naturelle beaucoup de cadres, c'est-à-dire qu'ils commencent à chercher un employeur et à ce moment-là, ils vont avoir une offre et la nouvelle entreprise va leur dire « Bon, écoutez, je vous attends le plus vite possible. Ah, vous avez un préavis de 3 mois. Très bien, je vous attends dans 3 mois et 1 jour. » À ce moment-là, le cadre qui a cette offre et qui doit rejoindre cette entreprise dans 3 mois, il va être contraint de déposer sa démission dans son entreprise actuelle pour déclencher le préavis de 3 mois. Et une fois qu'il a posé sa démission, bien évidemment, l'entreprise ne négociera plus. Elle sait qu'il s'en va, elle sait qu'elle ne peut pas être attaquée puisque c'est lui qui a démissionné, elle ne l'a pas licencié. Et à ce moment-là, c'est terminé. Il n'y a plus de négociation possible. Donc mon conseil fondamental, ma recommandation, vous commencez par négocier votre départ avec l'aide d'un avocat. Et une fois que c'est signé, là, vous aurez le temps de chercher ailleurs. Et comment est-ce qu'on envoie la missive à vie? Parce que moi, quand tu me dis on arrive accompagné par son avocat, c'est quoi le bon moyen d'arriver avec la mauvaise nouvelle sans griller la relation? Puisqu'il faut quand même rester élégant et n'oubliez pas, en tout cas pour ceux qui nous écoutent, moi le gros conseil que je donne tout le temps, le monde est petit. Vous n'avez pas idée à quel point dans votre carrière, vous allez pouvoir rester un peu dans les mêmes secteurs d'activité et au final, les gens se parlent. Vous aurez peut-être besoin de recommandations dans le futur. Alors, comment est-ce qu'on fait pour sauvegarder la relation quand même, pour que l'avocat, justement, soit le parti tiers et vu comme un instrument de négociation et pas une déclaration de guerre? Alors, je tiens à rassurer les cadres qui nous écoutent. Ce que tu as exprimé, c'est les préoccupations, effectivement, qu'ils expriment souvent quand je les ai en consultation. Premièrement, de nos jours, à notre époque, prendre un avocat, ça n'est plus une déclaration de guerre, ça ne veut plus dire qu'il y aura forcément un procès. Aujourd'hui, les entreprises savent très bien que les avocats passent leur temps à négocier à l'amiable. Ça n'est plus aujourd'hui une déclaration de guerre. Mais ça met la mauvaise ambiance quand même à vie. Non, les entreprises comprennent parfaitement que le droit du travail est tellement complexe, le cadre a besoin d'un professionnel du droit, d'un avocat, pour négocier les montants, aussi négocier la structuration sur le plan fiscal et social. Et c'est le deuxième point, négocier les clauses de confidentialité et de non-dénigrement. Car, effectivement, c'est une préoccupation légitime de la part des cadres. Ils ne veulent pas ternir leur réputation professionnelle pour l'avenir. Eh bien, justement, la négociation de départ, c'est la meilleure manière de faire signer à l'employeur des clauses de confidentialité sur les conditions du départ et des clauses de non-dénigrement. C'est-à-dire qu'on va obliger l'employeur, s'il est contacté par des employeurs potentiels, à ne pas vous dénigrer. Et on peut même négocier, c'est de plus en plus courant, une lettre de recommandation. Enfin, t'as un peu le flingue sur la tempe quand tu fais la lettre de recommandation. Alors, c'est l'employeur qui a le flingue sur la tempe, oui. Effectivement, mais c'est très bien pour le cadre. Il part avec un bon dossier et sur de bonnes bases pour rechercher un nouvel emploi. C'est le principe, c'est l'employeur. S'il y a des employeurs qui écoutent cet épisode, ils vont avoir les oreilles qui saignent à vie. Ah, ils m'aiment pas, hein. Tu vas recevoir des pigeons morts. Justement, quelles erreurs faut-il éviter pendant une négociation? Selon toi, c'est quoi les erreurs les plus courantes ou peut-être les plus dingues que tu as entendues de la part, pas forcément des cadres, de la part de ceux qui partent? C'est quoi les trucs rédhibitoires? Les erreurs à éviter dans une négociation de départ, c'est premièrement être impatient. C'est vrai que j'arrive à conclure parfois des négociations assez rapidement, en 1 mois, 2 mois, mais parfois c'est plus long, ça prend 3-4 mois. Récemment, j'ai conclu une belle négociation pour un cadre supérieur, une négociation avec des indemnités très élevées. Ça a pris 8 ou 9 mois. Il faut savoir être patient. La deuxième erreur à éviter, c'est, je dirais, de perdre ses nerfs, de paniquer. Il faut avoir un bon mental. Une négociation, sur le plan émotionnel, c'est des montagnes russes. Vous avez un employeur qui, au début, peut bluffer et vous dire « Mais non, je négocie pas. Vos lettres d'avocat ne me font pas peur. » Vous avez un employeur qui peut commencer la négociation avec une offre très très basse. Et là, on se dit, mais c'est pas possible. Vous avez un employeur qui peut claquer la porte des négociations. Il faut pas s'effondrer à ce moment-là. Vous savez, c'est comme les marchands de tapis, il peut revenir 5 minutes après. Vous avez des employeurs qui, avant d'entamer les négociations, vont attendre qu'il y ait une saisine des prud'hommes, c'est-à-dire une action judiciaire. Là aussi, pas de panique. C'est pas parce qu'on saisit les prud'hommes
qu'il n'y aura pas de négociation. Parfois, c'est ça qui va déclencher la négociation ou qui va permettre de la conclure. Donc, c'est très important de garder son mental. Et puis, la troisième recommandation, faites confiance à votre avocat. Je veux dire, moi, je négocie des départs depuis 20 ans. Je fais ça tous les jours. Je connais parfaitement ce jeu d'échecs. Faites confiance à votre avocat, suivez ses conseils, il sait ce qu'il fait. Tu sais, on dit souvent, oui, attention, les paroles volent, les écrits restent. Moi, j'ai toujours trouvé ça un peu piégeux, ce truc de genre, essaye de le faire écrire, ceci ou cela, ou laisse toujours des traces écrites. Moi, j'ai toujours tendance à dire, ça met une sacrée mauvaise ambiance, mais du coup, c'est la seule façon de se protéger. Est-ce que ça a une valeur, des paroles rapportées ? Précisément. Pour constituer votre dossier, commencez par consulter un avocat. Ne le constituez pas tout seul. Ah. Et oui, parce que si vous commencez à faire des écrits, des emails, etc., vous pouvez éveiller la suspicion de l'employeur et il peut décider très rapidement de lancer une procédure de licenciement. Donc ça peut vraiment être la cause de maladresse. Mon conseil, c'est dès le début, dès les premiers signes, dès que vous sentez que l'employeur peut éventuellement se débarrasser de vous, ou que vous voulez négocier votre départ, consultez un avocat. Les avocats, c'est comme les médecins. Le plus tôt on les consulte, le mieux on se porte. Donc vous consultez l'avocat et l'avocat va vous dire exactement comment vous y prendre pour collecter des preuves, pour constituer votre dossier et être ensuite en position de force pour négocier. Parce que je rappelle que la meilleure option quand même pour un cadre, c'est la négociation de départ. C'est pas d'aller au tribunal, au prud'homme et de passer des mois, voire une année ou 2 années en procédure. Est-ce que ça a un rôle des collègues ou des témoins dans une situation au travail ? Est-ce que ça peut être ajouté aux preuves dans un dossier ? C'est quoi le rôle des collègues ou peut-être des témoins s'il y a des situations qui sont pas tenables au travail ? Il est vrai que dans les preuves que peut constituer un cadre pour se défendre, il y a les attestations. Mais il faut être honnête, les collègues qui sont en poste dans l'entreprise seront très réfractaires à fournir des attestations écrites. Évidemment, ils veulent préserver leur avenir dans l'entreprise, leur carrière, leur augmentation de salaire, leur promotion. En réalité, c'est surtout auprès des anciens salariés de l'entreprise qu'on va pouvoir obtenir des attestations. Tu parlais, Avi, de licenciement. C'est quoi les signes avant-coureurs à un licenciement ? Tu as fait une vidéo géniale sur le sujet et sur Instagram que j'ai vu passer, encore un banger d'ailleurs. Comment est-ce que tu résumes un peu une situation qui se gâte en entreprise ? C'est quoi les signaux pré-rupture ? Il y a des situations dangereuses pour un cadre dans le sens où ça peut être effectivement un signe avant-coureur d'un licenciement. Une réorganisation, une restructuration de l'entreprise ou du service. Qui dit réorganisation, restructuration, dit forcément rationalisation des coûts, réduction de la masse salariale, suppression de certains postes. Et donc, effectivement, là, ça peut être le début de la fin pour certains cadres. Ensuite, effectivement, une mauvaise évaluation ou un avertissement ou des emails de recadrage. Un cadre qui, depuis 15 ans, n'a que des bonnes évaluations et qui, tout d'un coup, a une évaluation moyenne ou négative, ou bien commence à recevoir des emails de recadrage, ça, c'est un signe. Ça va souvent avec un troisième signe. Le troisième signe, c'est le changement de direction. Le changement de direction au sens large. Ça peut être un changement du dirigeant de l'entreprise, mais ça peut être aussi un changement du directeur de service, du N+1, du N+2. Souvent, ces nouveaux dirigeants vont vouloir changer les hommes dans l'organisation. Ils vont vouloir recruter leurs propres subordonnés, leur propre cadre. Et comment ça se passe pour l'après ? Typiquement, quand tu as une situation de départ, est-ce qu'on peut rester accroché à une clause de non-concurrence ? Est-ce que ça se passe mal si, par exemple, tu vois, j'ai entendu une histoire il n'y a pas longtemps, une personne a repris un client de son ancien employeur ? Comment ça se passe pour gérer l'après ? Est-ce que dans ces cas-là, il y a aussi un petit contrat post-mortem, entre guillemets, de pour les 5 à 10 prochaines années, tu es obligé de respecter ça, ça et ça, ou ça reste hyper rare ? Alors, précisément, un des points qu'on va négocier dans une négociation de départ, c'est le sort de la clause de non-concurrence. Le cadre peut vouloir
aller ailleurs dans un autre secteur, ne pas entrer en concurrence avec l'entreprise, à ce moment-là, il aura intérêt à conserver la clause de non-concurrence pour pouvoir toucher la rémunération de cette clause de non-concurrence. Parfois, au contraire, le cadre va vouloir travailler dans une autre entreprise concurrente dans le même secteur. À ce moment-là, il aura fort intérêt à négocier la levée de cette clause de non-concurrence. Sinon, qu'est-ce qui peut se passer ? Si la clause de non-concurrence est valable, et c'est une nuance importante parce que beaucoup de clauses de non-concurrence ne sont pas valables. Si la clause de non-concurrence est valable, le cadre doit la respecter. S'il n'arrive pas à négocier la levée de cette clause, il doit la respecter parce que s'il ne respecte pas cette clause, ça peut lui coûter cher. Il y a régulièrement des cadres qui sont condamnés au prud'homme à des dommages et intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence. On entend souvent que plus l'entreprise a de l'argent, plus c'est un grand groupe, plus les départs sont juteux. Info ou intox ? C'est vrai. Plus le cadre travaille dans une grande entreprise française ou internationale, plus les négociations de départ vont se faire sur des montants élevés. C'est exact. C'est une réalité. Quels seraient les meilleurs conseils que tu donnerais, par exemple, à ta petite nièce qui a 27 balais et qui en a ras-le-bol de son CDI et qui a envie de se lancer à son compte ? C'est quoi les bonnes étapes et peut-être les bonnes choses à savoir pour partir dans les meilleures conditions ? Premier conseil, ne démissionnez pas. Sinon, vous perdez vos droits aux allocations chômage. Deuxième conseil, pour éviter un licenciement, ça fait pas beau sur le CV, quand ensuite on vous pose la question chez un nouvel employeur, tiens, comment vous avez quitté votre précédent poste ? Ça va vous mettre mal à l'aise. Donc en réalité, la troisième option, la meilleure, tentez une négociation de rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle vous permettra de percevoir des indemnités qui sont négociables avec l'employeur. Si vous n'avez pas beaucoup d'ancienneté dans votre entreprise, que vous n'avez pas un salaire très élevé, vous pouvez négocier directement cette rupture conventionnelle sans avocat avec votre entreprise. Cette rupture conventionnelle vous permettra de percevoir des allocations de chômage. Elle vous permettra de percevoir des indemnités de votre entreprise que vous pourrez négocier librement avec elle. Et surtout, vous partirez en bons termes et vous n'aurez pas à rougir lorsque le prochain employeur vous demandera comment vous avez quitté votre entreprise. D'ailleurs, Avi, tu viens de lancer une formation sur le sujet, donc pour tous ceux qui n'ont pas forcément de budget pour un avocat, mais qui veulent partir de leur entreprise la tête haute, comme on dit, dans les meilleures conditions, et ne pas avoir gâché toutes ces années, eh ben, ils pourront s'inscrire à ta formation à un prix hyper accessible, qui est vite rentabilisé en plus. Maintenant, vous le savez, il y a de l'enjeu, donc soignez votre départ autant que votre arrivée. Avi, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Sur quels réseaux sociaux on peut rentrer en contact avec toi le plus facilement ? Alors, si vous voulez rentrer directement en contact avec moi pour avoir une consultation, il vaut mieux consulter mon site internet www.avibiton.com. Il y a dessus un formulaire de contact. Vous remplissez ce formulaire de contact et je vous réponds dans un délai raisonnable si je peux vous assister dans votre affaire. Pour ce qui est des réseaux sociaux, vous pouvez me suivre sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube et sur LinkedIn et aussi sur Facebook pour la vieille génération. Avi, tu fais partie des rares avocats présents sur TikTok. Pour cette raison, on parle souvent de toi. C'est quoi ton retour sur l'application ? Écoutez, ça marche très bien. Je suis le deuxième avocat le plus suivi en France sur TikTok. J'ai bientôt 400 000 abonnés et je trouve que c'est un média très intéressant. Je peux comprendre que des cadres qui travaillent beaucoup, qui n'ont pas beaucoup de temps, veuillent avoir des conseils rapidement dans une vidéo de moins d'1 minute et c'est ce que je leur propose sur TikTok. Vous l'avez compris, où que vous soyez, vous pouvez avoir Avi Bitton à vos côtés. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt pour un prochain épisode de Marketing Square. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.